ma job, c'est de vous offrir un traitement le mieux possible. Et vous, vous avez la responsabilité de pouvoir en profiter et de vous garder en vie. Dawson, ça, c'est un autre. Je vous ai donné la référence parce que c'est vraiment, en fait, c'est un psychiatre canadien qui n'a pas eu tellement, en fait, de notoriété, sans doute parce qu'il a pas fait de recherche, trop occupé pour s'occuper de ses patients. Et en fait, c'est le management relationnel dont il a parlé. Et en fait, ce qu'il introduisait comme notion, c'est que dans la rencontre avec des personnes qui présentent un trouble de personnalité, l'enjeu depuis le départ, c'est à savoir qui va déterminer les règles du jeu. Et en fin de compte, c'est comme une lutte pour le pouvoir. Ça correspondait assez bien, en fin de compte, à mes points, à mon angle, l'angle qui avait été développé par Hellé dans les approches stratégiques. Hein, la position, en fin de compte, l'interaction, comment elle pouvait se dérouler et qui, justement, devenait le maître des règles du jeu. Et évidemment qu'à ce moment-là, il est question de cadre. Hein, de comment, dans le fond, on établit un cadre à l'intérieur duquel on va pouvoir jouer. Ça me vient de la pédopsychiatrie. Un peu d'antipsychiatrie, ben, forcément, j'arrive des années 70. Alors donc, les années 70, l'antipsychiatrie, c'était tout ce qui avait à voir avec se débarrasser en psychiatrie du contrôle, de la coercition qui avait, dans le fond, été la marque de la psychiatrie pendant de nombreuses années. Et en fait, c'était la période aussi de la désinstitutionnalisation. La pédopsychiatrie, j'ai été pédopsychiatre pendant une dizaine d'années. Alors, c'est là finalement que je n'ai pas pu faire autrement que de m'intéresser au contexte, étant donné finalement que ces petits culs, enfin les petits-enfants que je rencontrais, puis j'aimais bien les en bas de 5 ans, les petits-enfants que je rencontrais, c'est sûr que peut-être ils avaient certains déficits, mais que en fin de compte, leur avenir dépendait des interactions qu'ils allaient avoir avec leur entourage. Et ça, c'est donc ce qui a été, dans le fond, au niveau de la gestation, de la gestation de ma réflexion. Et à peu près dans les années 80, arrive l'INEAM. L'INEAM qui dit qu'il y a une façon d'aider ces personnes-là à réguler de façon mieux leurs émotions. Ça va? Dans les années 90, ben là, en fait, il y a la transformation du dispositif de soins d'Albert Prévost en programme clientèle. Alors ça a été, et puis ça, en fait, je suis très fière d'avoir participé à ce mouvement, dans le sens que ça a été un mouvement initié par les psychiatres. Maintenant, en fin de compte, toutes les transformations nous sont comme imposées du ministère. Alors que là, non. C'était, dans le fond, le groupe de psychiatres qui, en fin de compte, soutenu par Dr Camille Lorrain, ont commencé à réfléchir au fait que l'organisation en clinique de secteur, commençait à être poussiéreuse. Clinique de secteur qui avait été mis en place justement suite à des institutionnalisations. J'ai réussi à le dire du premier coup. Et donc, réflexion sur la transformation, donc en programme clientèle. Et d'une certaine façon, les problèmes qu'on observait à ce moment-là, c'était de l'engorgement, de la stagnation et d'offrir, dans le fond, aux clientèles à peu près la même chose, peu importe leur problématique. Le principe d'avoir des programmes clientèle, c'était de permettre de développer des approches spécifiques pour les différentes clientèles et que, dans le fond, un psychotique ne soit pas géré de la même façon qu'un déprimé ou un trouble de personnalité. À ce moment-là, moi, j'ai proposé à Dr Camille Lorrain euh, un programme des troubles relationnels. Tous mes collègues se disaient que j'allais me casser le nez et ça me stimulait.
Alors, donc, parce que moi, j'avais réfléchi justement, et en fait, je voudrais souligner le fait que j'ai réfléchi à ça avec deux résidents que j'avais à l'époque, docteur Gamache, qui est devenu, comment, présidente de l'AMPQ, et docteur Chamberlain, euh, éminent psychiatre légiste. Alors donc, on s'était mis à trois, puis on avait discuté beaucoup, 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 et c'est comme ça que finalement a émergé le programme des troubles relationnels. Ça a été implanté, programme des troubles relationnels, qui est devenu maintenant la clinique des troubles relationnels et dépendance. Ça a été implanté en 1994. Alors, dans le fond, je voudrais que tout le monde sache que nous allons donc fêter les 30 ans de la transformation du dispositif de soins en septembre 1980, en 2024. Hein? Alors, disons qu'on a quand même survécu, puis je pense en fait à Dr Gauthier qui disait, mais ça ne marchera pas, et puis ben, ça va être, c'est tu ne dureras pas 2 ans, ben non, ça fait quand même 30 ans que ça dure. Alors, ça c'était le contexte. Alors, ce n'est pas un programme de psychothérapie pour les troubles de personnalité limite ou narcissique, enfin du groupe B. Euh, En fait, si on réfléchit 30 secondes, les troubles de personnalité, je regardais des notes, je pense, que mes collègues de l'Institut ont, des cours que mes collègues de l'Institut proposent aux résidents. Et puis, ce que je voyais, c'est grosso modo, des TP, il y en a du groupe B, il y en a autour de 8 à 12% de la population. Ça fait beaucoup, hein? Que, grosso modo, là-dessus, il y a 4% de TPL, 2% de troubles de personnalité narcissique et 4% d'antisociaux. Ça fait beaucoup, hein? Alors, donc, peut-être que, et puis là-dessus, c'est clair que certains de nos collègues du côté des instituts qui étaient plus riches que nous, parce que nous, en fait, ça, c'est un petit note éditoriale. Nous, depuis les années 70, on n'a fait que de s'appauvrir. Hein, ça, quand même, il faut le souligner. Alors, donc, on n'avait pas les moyens, dans le fond, d'offrir un programme de psychothérapie pour les troubles de personnalité limite et tout ça. Par définition, il fallait, dans le fond, se restreindre pour éventuellement avoir des ressources qui étaient rares. Bon. Dans un programme de psychothérapie pour les troubles de personnalité limite, on offre du Lineam, on offre du Beckman, on peut offrir justement une approche Kernberg, théorie des relations d'objets. Et bon, c'est grosso modo. Et puis là, une des choses qu'on espère, c'est qu'une fois qu'on a offert ça, ben, les patients vont aller beaucoup mieux. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, hein. En fait, moi, ce que j'ai lu, c'est que très souvent, le niveau de ces personnes, des personnes qui ont ces troubles de personnalité, finalement, reste avec un niveau de fonctionnement bas, qui ressemble parfois à celui des schizophrènes. Là, Gunderson est arrivé ensuite et lui a fait comme une intégration et lui a commencé à mettre l'accent sur la réadaptation, l'insertion, quelque chose que lui appelle Get a Life. Hein? Donc, et moi, c'est sûr que quand c'est sorti, je pense que c'était en 2004 ou 2014. Je ne sais plus, 2014, 2004, quelque chose comme ça. Ben, ça m'a rassuré parce que je me suis dit, oh ben, moi, j'essaye de faire ça depuis 1994. Ça va? Quel beau feedback qu'on a quand on est sur Zoom. De merveilleux. Alors, c'est ça. Hein. Donc, il a fallu choisir, hein, choisir finalement à qui on allait pouvoir offrir des services. Et en fait, ce que c'est un programme de réadaptation pour troubles de personnalité décompensés versus TP chroniquement instable. Ça, c'est pas moi qui ai inventé cette distinction-là.
En fait, c'est notre ami Zanarini, qui est quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches sur les troubles de personnalité. Alors, qui dit que, dans le fond, il y a deux présentations chez les troubles de personnalité, en particulier du limite. Une présentation décompensée, un peu comme un schizophrène. Hein? Euh, Phase aiguë avec symptômes, escalade d'agir, automutilation, etc., tentative de suicide. Et moi, je rajoute désinsérer socialement, arrêt de travail, versus ce qu'on appelle des TP chroniquement instables. Et puis TP chroniquement instables, en fin de compte, c'est quand ils sont, j'ai envie de dire, malheureux. Hein? Malheureux, dépendants, euh, comme d'habitude. Hein, chroniquement instable. Hein. Et puis, donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait donc s'adresser d'abord et avant tout aux TP décompensés, que de toute façon, pour éventuellement amener un changement chez des TP chroniquement instables, il va falloir d'abord commencer par les mettre en crise. Alors donc, on a ciblé donc les TP décompensés, escalade d'agir et compagnie. Bon. Euh, le but, à ce moment-là, c'est vraiment, en fin de compte, d'intervenir, enfin, suivant les niveaux décrits par l'INEAM, contenir, soutenir, explorer, se développer n'étant pas du ressort de la psychiatrie. Ce que je dis souvent, en fin de compte, aux patients, c'est que pour se développer, il y a moyen de faire plein de choses, de la peinture à l'eau, le tour du monde à bicyclette, etc., etc. Hein? En psychiatrie, c'est pas sûr que ce soit là qu'on se développe le plus. Vous voyez, j'ai mon petit fond d'antipsychiatrie qui ressort, hein, même si je le cache. Alors, donc, et puis si on parle des chroniquement instables, donc je dis il faut les faire décompenser si on veut éventuellement être capable de les faire bouger. Donc malheureux. Et souvent, en fait, ce qu'on retrouve dans cette catégorie-là, c'est des patients que moi je vais appeler psychiatrisés. C'est pas moi non plus qui ai inventé ça, c'est une Française dont je me rappelle plus le nom. Mais bon. Qui sont devenus, à ce moment-là, la présentation, c'est souvent des patients qui sont devenus des troubles sévères et persistants. À la clinique des troubles relationnels, on en accepte un certain nombre de ces clients-là, surtout quand ils continuent à être assez agissants, et puis un peu pour, dans le fond, soulager le système. Ce qui est, en fin de compte, depuis toujours l'objectif de ce programme, soulager autant que possible le système et les collègues. Hein? Alors donc, c'est comme ça qu'on offre une offre de consultation de type deuxième avis dans les cas complexes, suivis ailleurs dans le département, et éventuellement les en débarrasser. Alors donc, et le principe, c'est de soigner le système. Hein, pour, dans le fond, et puis là, c'est effectivement complètement complètement égoïste, dans le sens que pour continuer à exister et avoir des ressources, c'est mieux d'avoir une certaine utilité dans le système. Ça va? Bon. Alors, langue systémique et de réadaptation, je l'ai aimée celle-là. Je ne suis jamais énervée quand je suis seule, donc le problème ne vient pas de moi. Alors, ça, c'est caractéristique, c'est pour moi, c'est les autres. Alors, ce que c'est. À l'origine, à mi-temps médecin, deux infirmières à mi-temps, un psychologue à mi-temps, un ergothérapeute à mi-temps et une agente administrative à mi-temps. Ce qui fait trois intervenants. Ça coûtait quand même pas cher. Hein? Alors, c'est peut-être pour ça qu'on nous a permis de faire l'expérience. Le processus, c'était un processus très systématique qui faisait qu'on commençait par un DIB-R qu'un des intervenants, dans le fond, faisait, qui devenait l'intervenant principal. Ensuite de ça, on faisait un post-DIB avec de la psychoéducation. Je pense que pour nous, le principe de la psychoéducation était extrêmement important. Et ensuite, on négociait, à savoir un contrat, à savoir si un groupe pourrait être utile un peu, beaucoup, passionnément,
ou plus ou moins, et en fin de compte, en précisant aussi des objectifs très, très concrets. Hein? Pour aller mieux, là, c'est pas un objectif, parce que ça, c'est le but d'une vie. Être heureux, en gros, c'est pire. Et puis, donc, le principe, c'était de trouver, bon, alors, c'était reprendre le travail, bien sûr que ça, c'était subvenir à ses besoins. Le truc étant aussi, hein, subvenir à ce besoin et être capable de s'offrir une psychothérapie plus approfondie pour être plus heureux, ça, oui. Hein, mais pour ça, ça prend des sous. Hein, alors donc, très, très concret. Les indications de suivi, activation comportementale et retour au travail. Alors ça, c'est beaucoup, en fait, souvent, ça commence à l'hôpital de jour où c'est encore plus structuré, hein, sur une période de 6 à 8 semaines. La personne, dans le fond, va avoir des rencontres tous les matins, des groupes tous les matins. On veut qu'ils apprennent à se lever, ils apprennent à nouveau à se lever le matin parce qu'à certains moments, ils sont assez désinsérés après des arrêts de travail assez prolongés. Donc, se lever le matin, participer à des groupes d'ergothérapie, des groupes de soins infirmiers qui abordent en fait différents thèmes, dysrégulation émotionnelle, etc., mentalisation, etc. Ce qu'on écrit lorsque on rencontre justement quand on négocie le contrat, puis que dans le fond, on se rend compte que la personne est plutôt en phase chroniquement. C'est facile de faire un diagnostic de TP maintenant, hein, ou relativement facile, mais est-ce que c'est une personne, dans le fond, à ce moment-ci, qui est prête à bouger? Ben, c'est ça qu'il faut évaluer. Hein. Alors, quand on ne peut pas offrir un suivi, à ce moment-là, on va référer au médecin généraliste et avec des recommandations. Hein, des recommandations, alors pas de benzo, pas d'adoption, référence à des groupes autant que possible, pas de suivi au sauvetage, etc., etc. Alors, on leur envoie encore systématiquement, en fait, ce document-là qui a l'air de dater et qui date. Alors, ce que c'est, troubles relationnels, conséquences de divers dysfonctionnements systémiques. C'est vraiment comme ça qu'on perçoit finalement la problématique centrale. Hein, c'est bien sûr que ça n'empêche pas d'avoir de la dysrégulation émotionnelle, des problèmes de mentalisation, une non-intégration du bon et du mauvais objet, mais nous, ce qu'on traite, dans le fond, c'est les conséquences, hein, pas la cause. La cause, c'est bon, c'est trop compliqué. Hein? Alors, donc, tempérament, adversité, et on va intervenir donc sur le réseau. Et ça, c'est de façon très systématique. On intervient sur les proches, famille, bon. Mais on peut aussi intervenir à tous les niveaux où, dans le fond, il peut se poser un problème. Alors, c'est comme ça qu'on va rencontrer des gens des assurances, on va rencontrer des gens du bien-être social, on va rencontrer des gens, enfin tout ce qui bouge, hein, tout ce qui bouge autour du patient. Et ça va se faire lors de ce qu'on appelle des rencontres d'encadrement médical. Le docteur, dans le fond, la seule chose, enfin ce qui est de très différent, que finalement seul le docteur a l'air de pouvoir faire jusqu'à maintenant, c'est de signer des arrêts de travail et de signer et des retours au travail et de prescrire des pilules. Pour le moment, je dis bien, parce que tout évolue. Hein. Alors, donc, c'est sûr qu'avec un cadre, c'est un cadre. Hein, c'est concrètement une façon finalement d'aider les gens à enligner les patients et lorsqu'ils sont par exemple inclus dans des groupes, ben, périodiquement on va rencontrer tous les mois. En fait, on rencontre le patient avec l'intervenant principal pour voir justement si la personne tient ou pas dans le cas. Euh, les groupes.
je viens de vous dire, c'est des groupes de 6 à 8 patients, ça, c'est en ambulatoire, pour 2 intervenants. C'est toujours mieux d'être deux, hein, dans le sens que ça prend, moi j'appelle ça, ça prend un garde-fou. Hein, c'est parce ils peuvent induire beaucoup d'émotions. Et puis, moi, de savoir que j'ai quelqu'un qui est là, ça m'aide. Et puis, je pense que c'est quelque chose qu'on observe euh, chez plusieurs des professionnels. Et le dernier point, c'est la prévention des poursuites. Les gens, dans le fond, ces patients-là ont tendance à induire de la peur, hein, ont tendance à induire des sentiments de culpabilité et à se sentir tout croche au niveau de la déontologie. Hein. Alors, comment est-ce qu'on fait pour éviter les problèmes de déontologie? Ben là, quand on a quelqu'un qui nous regarde faire, on a moins tendance à dévier. Quand on a la culpabilité, ben, en fait, on va essayer de moins. Quand on a quelqu'un qui nous regarde faire, effectivement, ça fait qu'on va peut-être faire moins des choses dont on va se sentir coupable. La peur, la peur. Ça, dans le fond, ça se traite de la façon suivante. Ça se traite en faisant une alliance avec les proches. Parce que si bêtement, hein, qui c'est qui va poursuivre? Ben, c'est les proches. Et la plupart du temps, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans quelques cas de poursuite. Et c'est toujours la même chose. En fait, c'est les proches qui se plaignent de ne pas avoir été impliqués, de ne pas avoir suivi, de ne pas avoir été écoutés, etc., etc. J'ai encore un cas comme ça, là, et c'est vraiment caricatural. Je me dis, c'est pourtant, bon, c'est facile. Non, c'est pas si facile que ça parce qu'en fait, c'est peut-être ce que j'ai appris en pédopsychiatrie qui fait qu'il s'agit, quand on rencontre ce type de patient, finalement de réussir avec l'environnement, les gens qui sont proches, à rester autant que possible, à faire une alliance avec tout le monde. Faire une alliance avec tout le monde en même temps. Et évidemment, comme ils veulent induire, enfin, comme il y a une propension au clivage, c'est pas si simple que ça, en fin de compte, de faire que les parents, par exemple, ou le conjoint, bon, on réussisse à faire une alliance avec le conjoint tout en faisant une alliance avec la patiente, par exemple. Mais c'est la seule méthode que je connais pour faire en sorte que ben, si jamais il y arrive un accident, parce que mon expérience, c'est que les patients se tuent très souvent par accident dans un contexte où ils pensaient qu'on allait les réchapper, puis finalement, ça a dérapé. Ça, c'est vraiment mon expérience depuis 30 ans, 40, je ne sais plus. Et puis, c'est ça. Les seuls, dans le fond, qui me sont apparus, dans le fond, vraiment décidés à se tuer, c'est des personnes qui avaient des troubles de personnalité narcissique, et ça, c'était en fin de parcours, autour de 50 ans, quand ils avaient bousillé à peu près toutes les relations autour d'eux. Ceux-là, dans le fond, se tuent parce que c'était vraiment planifié, euh, pas, quand, pas parce que ça a dérapé. Ça va? Alors, donc, pour éviter les poursuites et donc arrêter d'avoir peur, parce que c'est pas facile de travailler avec des patients quand on a peur. Hein, je dirais que c'est impossible. Donc, ce que c'est. Donc, réadaptation, travail, études, programme d'emploi Québec. Hein, gagner sa vie. Hein, je ne sais plus où j'avais lu à un moment donné quelque chose que la meilleure façon pour devenir pauvre, c'est d'avoir un trouble de santé mentale. Ben, je trouve que oui. Alors donc, c'est comme ça que on met l'accent là-dessus. Et en fait, on va essayer, dans le fond, de faire ce qu'on appelle maintenant, parce que maintenant c'est chic, de faire du motivationnel. Hein. Il y a toutes sortes de façons de motiver des patients. Disons que des fois, avec les approches stratégiques, on a des façons un peu particulières, un peu différentes de ce qu'on apprend dans les approches motivationnelles, mais le principe, c'est toujours de faire en sorte qu'on puisse réussir à mobiliser la patiente. Alors, négociation de contrat. Alors, bon, négociation, à quel niveau il est? Pré-contemplation. Alors là, on voit bien que ça correspond au stade de changement, comme pour les problématiques de
de consommation, précontemplation, contemplation, préparation à l'action et utilisation de l'hôpital de jour pour une activation comportementale. Alors, je vous répète, très intensif, 6 semaines, 5 jours par semaine, tous les matins. Euh, on sait. Euh, ce que c'est, alors donc, c'est un accompagnement hein, versus une prise en charge. Je déteste le mot prise en charge. Rien que de penser à ça, là, j'ai mal dans le dos. Alors donc, on les accompagne. Hein. Comme je leur dis souvent, nous, on peut vous tendre la main et maintenant, ça va être à vous de vous accrocher. Hein. Si vous ne vous accrochez pas, ben, c'est triste, mais on ne peut rien faire. Et là, vous voyez que ça rejoint, dans le fond, le point de vue de Kernberg. Alors, accompagnement versus prise en charge. Fin de suite. Donc, ça veut dire qu'un patient ne vient pas, on ne va pas l'appeler. Un patient veut arrêter, il a toujours raison, etc., etc. Mais il peut revenir tout le temps. Et ça, je pense que c'est peut-être une des caractéristiques intéressantes du système. C'est que quand on termine un épisode de soins, euh, le dossier, dans le fond, est fermé administrativement, parce qu'il faut. Mais dans notre tête, le dossier reste cliniquement ouvert. Et la personne devrait être capable de revenir sans être obligée de repasser par le GASMA. Alors là, ce qu'on dit aux patients, c'est que si ça fait dans l'année qui suit, la fin de l'épisode de soins, à ce moment-là, il peut appeler pour prendre un rendez-vous. Si c'est après plus qu'1 an, à ce moment-là, on va demander au médecin généraliste qu'il nous demande une consultation. Mais donc, ne pas repasser par le GASMA. Je suis contente de vous en parler aujourd'hui pour que tout le monde le sache, hein, et puis qu'on ne soit pas obligé de faire de la multiplication d'évaluations. C'est rarissime qu'un TP devienne pas TP. Hein. Même s'il s'améliore avec le temps, il y a quand même certains traits qui vont demeurer et certaines difficultés qui vont se produire en lien avec ces caractéristiques de base. Ça va? Bon. Donc, quand on termine, ce qu'on leur dit, c'est vous pouvez n'importe quand nous rappeler pour avoir ce qu'on appelle une dose de rappel. Ben, maintenant, tout le monde sait c'est quoi une dose de rappel depuis la pandémie, alors donc c'est facile, on n'a plus besoin d'expliquer. Et puis, ben, la plupart du temps, 1 ou 2 ou 3 rencontres, c'est la dose de rappel, où la personne, à ce moment-là, repart. Et puis, un autre contrat, au besoin, et puis offrir des visites de courtoisie. Alors ça, les visites de courtoisie, ce que je leur dis, c'est écoutez, moi j'aime ça quand vous me donnez des nouvelles, et puis pour venir me voir et me dire comment vous allez bien, parce que j'en ai besoin. Et savez-vous qu'ils font ça? Et la semaine dernière, je vais vous dire ma perle. Hein, c'est que j'ai une patiente que j'ai rencontrée, elle avait 20 ans, elle en a 32, et je la rencontrais la semaine dernière, donc, et là, elle m'annonçait qu'elle venait de réussir son cours de vétérinaire. Quand je l'ai rencontrée, elle avait l'air d'une schizophrène après avoir passé son adolescence à Sainte-Justine et après ça, le Douglas, où elle avait reçu je ne sais pas combien d'électrochocs. Enfin, alors donc ça vaut la peine. Hein? Dans le fond, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on a besoin de ça. Hein? On a besoin, je pense, pour continuer à avoir ce genre de satisfaction. Alors, maintenant, on a 3 médecins de mi-temps. On s'est amélioré et autour de 3 intervenants et une agente administrative. Mais depuis 1 an, on a vraiment un système qui dysfonctionne. Puis là, le système global dysfonctionne. Hein. Je vous parlais tout à l'heure d'appauvrissement depuis qu'on constate jour après jour. C'est bien sûr que les jeunes ne le savent pas. Mais toi, docteur Verrier, on le sait. Hein? Et depuis 1 an, on a eu à peu près la moitié de nos professionnels qui, pour toutes sortes de considérations, sont partis et ils ne sont pas encore vraiment remplacés 1 an plus tard.
hein. Alors évidemment qu'on a des listes d'attente qui s'allongent. Et ce qu'on a pu constater, c'est une magnifique crise cet automne, démontrant que les TP sont des dépisteurs de failles dans un système dysfonctionnel. Hein? Alors, on met un TP dans un système dysfonctionnel et ça pète. Alors, c'est là qu'on a eu des magnifiques clivages cliniques et administratifs qui faisaient qu'on n'était pas capable, et puis c'était remarquable en fait, qui disaient que c'était remarquable, on ne pouvait pas réussir à se parler. Et c'est pas parce que j'ai pas proposé beaucoup de rencontres conjointes, mais non, ça a l'air que c'était pas la bonne façon. Alors, l'intérêt donc des TP dans des systèmes de soins, ça le fait sauter. En conclusion, donc, langue systémique, approche réseau. Réseau, ça veut dire vraiment tout ce qui bouge autour du patient. Programme d'activation comportementale, évidemment agrémenté comment dire, d'outils, hein, pour mieux gérer ses émotions, mieux mentaliser, etc., etc. Et en fin de compte, prévention des risques de poursuite. Alors, pour conclure, peux-tu guérir la solitude? Pour 5 sous, je peux guérir n'importe quoi. Peux-tu guérir une solitude profonde, sans espoir, fin du monde, une solitude à quoi bon? Pour le même prix? Alors, le malheur ne se traite pas. Hein, c'est un peu ce que je voudrais, pour finir, dans le fond, c'est la fameuse phrase de Bouddha, la vie n'est que souffrance, insignifiance et impermanence. Hein? Alors maintenant, la question, c'est aussi bien pour nos TP que pour nous. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça?